Merci de votre confiance, merci d'être avec nous, bienvenue sur RTI1. Les invités de marque du 8e dîner de gala de la Fondation Children of Africa sont arrivés hier soir à Abidjan. Le dîner qui se tient pour la cause des enfants se tiendra ce vendredi 11 mars au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Toutes ces personnalités se disent heureuses d'être à Abidjan pour une cause noble. Nous irons à l'aéroport dès le début de ce jour. La mosquée de la Riviera Golf a accueilli hier 10 mars des fidèles musulmans mais aussi des chrétiens, tous venus présenter leurs hommages à Ahmed Bakayoko, le Premier ministre décédé il y a tout juste un an. Une cérémonie très religieuse marquée par la présence du président Alassane Ouattara, accompagné entre autres de Patrick Achi et Jeannot Ahoussou Kouadio. Après cette cérémonie d'hommage à son prédécesseur, le Premier ministre Patrick Achi a mis le cap sur Abobo, commune où Ahmed Bakayoko était aussi le maire. Sur place, le chef du gouvernement a lancé les travaux de construction d'ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales dans le quartier d'Anokwa-Kouté. C'est ce soir qu'a lieu le dîner de gala de la Fondation Children of Africa au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Les acteurs, les artistes musiciens ou encore les mannequins invités pour l'occasion ont foulé le sol ivoirien dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Tous disent être à Abidjan pour soutenir une cause noble, la cause des enfants. Mahma Traoré était hier soir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il est un peu plus de 20 heures ce jeudi, lorsque plusieurs personnalités du monde de la culture, du sport, des médias et du cinéma arrivent au pavillon d'honneur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. L'accueil qui leur est réservé est chaleureux. La joie de revenir à Abidjan pour la plupart d'entre eux, surtout quand il s'agit d'une cause humanitaire, celle de participer au 8e dîner de gala de la Fondation Children of Africa, visant à mobiliser des fonds pour réaliser des actions sociales. Ce n'est pas ma première fois et c'est toujours avec un grand plaisir que je reviens à Abidjan. Avec la situation sanitaire, c'était très difficile de venir voir le résultat. Et bien là, ça va être encore une noble cause à déjà apprendre les informations et puis, si c'est possible, faire que chaque action est une réaction. C'est une joie énorme parce que ça fait 2 ans que ça n'a pas eu lieu pour des causes que nous savons tous. Et c'est bien que les choses repartent et c'est bien de revenir au pays pour ça. On parle du présent et de l'avenir du continent. Donc c'est vraiment important. Ce n'est pas une œuvre de plus, une action de plus. C'est l'action qu'il faut pour garantir l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et je suis ici pour le Children of Africa de Madame Ouattara et c'est une fierté d'être à Abidjan après 3 ans de pandémie. On adore la Côte d'Ivoire, on adore les gens, ils sont super accueillants. Le 8e dîner de gala de la Fondation Children of Africa aura lieu dans la soirée de ce vendredi 11 mars. Sa raison d'être, lever des financements pour la construction d'un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences et pour la réhabilitation d'un centre d'accueil pour enfants situé au plateau. Je vous le disais en titre, il y a un an, disparaissait le Premier ministre Ahmed Bakayoko, emporté par un cancer à l'âge de 56 ans le 10 mars 2021. Pour le premier anniversaire de sa mort hier jeudi, une cérémonie a eu lieu à la mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Retour sur cette cérémonie d'hommage et de prière avec Abdoulaye Koné. À la grande mosquée de la Riviera Golf, la cérémonie de commémoration du rappel à Allah de l'ancien Premier ministre a été très écuménique. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khilatil Qur'an. Dans un équilibre entre prière, zikr et psalmodie du Saint-Coran, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et de groupements politiques ont formulé des prières ce jeudi pour le repos de l'âme de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. En plus des prières, des dons et des témoignages ont également marqué la cérémonie de ce jour anniversaire. De son côté, la grande famille Bakayoko n'a pas manqué de remercier le chef de l'État. Les familles sont très sensibles et reconnaissantes à l'importante présence en nombre et en qualité
des guides religieux, des imams, sous l'autorité spirituelle du Cheikh Aïma Ousmane Diakité, qui, à travers la lecture intégrale du Saint-Coran et leur invocation, ont prié pour le repos de l'âme de notre regretté Ahmed Bakayoko. C'est le lieu de renouveler notre infinie gratitude à tous ceux qui n'ont cessé de nous apporter leur soutien spirituel, moral et matériel tout au long de cette douloureuse année qui a précédé le départ de son autre grand frère, Amadou Gon Coulibaly. C'est sur cette note de remerciement, de reconnaissance et de gratitude que je vais terminer mes propos en demandant à tous, à toutes et à tous, de faire beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, que Dieu lui accorde longue vie, beaucoup de santé, afin qu'il puisse continuer à guider cette nation dans la paix. Une foule d'amis, d'élus et des représentants des différents cultes ont entouré la famille de l'ancien Premier ministre et maire d'Abobo, dont on se souviendra longtemps encore. Ahmed Bakayoko, Ambak ou encore le Golden Boy, comme on le surnommait, était devenu un pilier de la vie politique nationale. Né le 8 mars 1965 à Abidjan, il est Premier ministre de juillet 2020 à sa mort des suites d'un cancer foudroyant. Ahmed Bakayoko était devenu très populaire au sein de la société et de la jeunesse ivoirienne. On retient aussi de lui qu'il a fortement contribué au dialogue politique en Côte d'Ivoire. Petit retour dans le passé. La machine à remonter le temps est contrôlée par Alexis Ouedraogo. Nommé le 30 juillet 2020 Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko prend officiellement fonction le 4 août 2020 à la primature. Son mandat, il le place sous un mot-clé, le dialogue. Aujourd'hui est à proprement parler mon premier jour de travail. J'ai voulu le consacrer à des échanges avec les animateurs politiques de notre pays. Ma conviction, c'est que quand nous parlons, et quand nous parlons bien, les choses sont très différentes. S'il est un exercice auquel Ahmed Bakayoko était bien rompu, c'était sans conteste celui de la conciliation. Sur instruction du chef de l'État, il relance le dialogue politique dans sa phase 4. Une initiative saluée par les principaux acteurs de la scène politique. Pour Ahmed, il faut se parler en tout temps et regarder à l'intérêt supérieur de la nation. La politique, c'est la politique et le champ des batailles de la politique, c'est les élections, les urnes, les campagnes politiques. Mais après ça, il y a la relation humaine entre les gens. Il ne faut jamais que la politique soit au-dessus de la relation humaine. C'est très important. Et moi, vous savez que c'est un de mes principes. Il y a des gens avec qui je ne suis pas d'accord, mais on se voit, j'ai des visites, ils me visitent et on parle de tout. À 3 mois de la présidentielle 2020, il faut garantir un climat apaisé. Ahmed Bakayoko est sur le terrain, tantôt en ville, tantôt dans les régions les plus reculées. Son message est d'abord pour la jeunesse qui l'invite à se départir des querelles politiciennes. Chers jeunes, sachez-le, quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a quelques accords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces accords. Vous devez dire non à la violence. Face aux acteurs politiques, son discours est privilégier toujours le dialogue. Bien heureusement, dans notre pays, toutes les partis ont gouverné. Toutes les partis ont connu un cheminement dans l'opposition. Donc chacun connaît les contraintes de l'État. Et chacun aussi connaît les enjeux des opposants. Donc nous devons pouvoir nous parler, franchement. Et savoir, comme je dis, raison garder, pour voir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais que le fil du dialogue soit permanent. Et quand malgré tout la crise post-électorale éclate, les rencontres se multiplient. Il n'y a pas une famille pétée
qui n'a pas une grande famille alliée, qui soit Akan ou qui soit Malinké. Il n'y a pas un BT qui n'a pas un ami fort, un ami d'enfance, Djoula ou un Baoulé. C'est ça notre vie, notre réalité. Que la politique ne vienne pas déranger ça. Chers parents, mes chers frères, je suis venu ici pour vous dire, restez en paix. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le développement, qu'on sorte de la pauvreté. Et c'est l'ambition que porte le président Ouattara avec son gouvernement. Quand les positions se durcissent, il ramène tout le monde à la table des échanges. Recomposition de la commission électorale indépendante, accord sur le nouveau code électoral, autant de sujets creusés dans les négociations. Notre responsabilité à tous est de persévérer dans cette voie de la concertation pour consolider les acquis du présent dialogue politique. Ce 4 mars 2022, moins d'un an après son décès, la phase 5 du dialogue politique a refermé ses portes à la primature. Pour la toute première fois, partis, groupements de partis politiques et organisations de la société civile ont signé à l'unanimité le rapport final. Ahmed Bakayoko l'avait prédit. L'homme du dialogue politique, c'est un document signé Alexis Ouedraogo. Un dialogue politique, Alexis Ouedraogo vient de le dire, dont la 5e phase vient de s'achever sous l'autorité du Premier ministre Patrick Achi. Et le chef du gouvernement était Tierra Abobo pour lancer les travaux de construction d'ouvrages, des ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales. C'était dans le quartier d'Anakwakouté. On y va tout de suite avec Alexis Ouedraogo. Abobo, PK18, Ramata, Abiba, Madeleine et Angèle vivent dans cette cour commune. Chaque période de pluie, elles vivent un véritable cauchemar. Souvent, quand l'eau vient beaucoup de fois, tu sais, il n'y a pas qu'un niveau. L'eau là, ça vient et force. Souvent, grande personne, mais tu dis tu vas passer là. Il faut que tu attends d'abord l'eau là diminue un peu avant de sortir. Parce que quand les petits filles, là, les enfants là, sortent dans l'eau là comme ça, là, c'est... Pour voir là, c'est trop, donc ça prend. Mais comme on n'a pas les moyens pour aller prendre maison ailleurs, donc quand la pluie cesse, l'eau diminue, on est obligé de revenir encore. Donc nous, on cherche l'aide pour qu'on nous aider à faire de l'eau là. Aujourd'hui, ils sont venus arranger, nous sommes contents tellement que moi, je ne sais pas c'est quoi m'a dit. Ce jeudi, pour elle et tous les habitants du secteur, de bonnes nouvelles en perspective. Patrick Achi vient lancer les travaux d'assainissement et de drainage des eaux pluviales. La construction des ouvrages de drainage des travaux pluviales qui va débuter aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique de transformation profonde de la Côte d'Ivoire et de notre commune en particulier par le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Pour faire face au risque d'inondation, le gouvernement a entrepris avec le soutien de la Banque mondiale le projet d'assainissement et de résilience urbaine PARU. Le PARU vise donc le double objectif de la réduction de la vulnérabilité face aux inondations des zones urbaines et de l'amélioration de la gestion des déchets solides. Les travaux de construction d'ouvrages de drainage seront réalisés en 2 phases. La construction d'un réseau de drainage des eaux de plus de 7000 mètres de canaux et l'aménagement de 2 cuvettes et de 6000 mètres linéaires. Le ministre de l'Assainissement a invité les populations à collaborer pour la bonne exécution des travaux. Qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Vous avez vu tout à l'heure dans la projection ce que va devenir ce lieu. Je lance donc un appel aux populations installées sur les sites d'ouvrage, à Yopougon, à Cocody, partout dans le Grand Abidjan et même à l'intérieur du pays, d'accepter le sacrifice de partir volontairement pour que le gouvernement puisse assainir ces lieux pour le bien-être de tous. Patrick Achi, fils d'Abobo, célèbre la mise en œuvre de ce projet qui vient améliorer les conditions de vie de la population. Je ne peux pas oublier mon quartier. Ce projet PARU de 155 milliards de francs CFA, c'est lui qui dit que seulement 15 mois va changer le visage d'Abobo, la qualité de la ville. Saluant l'important soutien des partenaires au développement dans la Banque mondiale, le Premier ministre explique aux populations la nécessité de certains déplacements. On est obligé, lorsque votre maison se trouve
sur l'endroit où l'eau va s'écouler, d'enlever ces maisons. Parce que sinon, elles vont faire un obstacle, ces maisons, à l'écoulement des eaux, et les eaux vont monter et inonder tout le quartier à cause d'une ou de deux maisons qui sont restées là et qui ont été construites sous le caniveau, là où l'eau doit passer. Donc, daignez accepter quelques difficultés, moyennant bien sûr indemnisation, pour que l'ensemble du quartier puisse avoir une vie meilleure. Patrick Hachi invite les maîtres d'ouvrage des travaux de qualité dans les délais requis. Devoir de mémoire ce 10 mars sur la terre d'Abobo, celui d'un hommage à l'ancien Premier ministre et maire Ahmed Bakayoko. Ambak, de là où tu es, je sais qu'aujourd'hui tu es avec nous. Tu nous regardes. Tu vois cette ville continuer de changer avec Kandia, comme tu l'espérais, comme tu le voulais tant. Oui, comme tu le voulais, Abobo est et sera toujours Zo. Les résultats préliminaires du RGPH 2021 estiment à 28 millions l'effectif total de la population résidente permanente sur le territoire ivoirien. Les grandes tendances de la population à l'issue de ce recensement sont les suivantes. La taille moyenne des ménages au niveau national s'établit à 5,0 personnes. Le taux de masculinité demeure supérieur à 100, confirmant cette particularité de la Côte d'Ivoire où il y a plus d'hommes que de femmes. Le taux de croissance démographique est en constante baisse. L'urbanisation rapide de la population se poursuit. La population urbaine de 2021 est 7 fois supérieure à celle de 1975. La densité de la population est en croissante progression. Toutefois, les disparités régionales demeurent. Les régions du nord du pays restent encore faiblement peuplée. Abidjan se démarque par sa forte population. Plus du 5e de la population totale vit dans le district d'Abidjan avec une densité 30 fois supérieure à la moyenne nationale. Ces résultats préliminaires nous sont communiqués par le ministère du Plan et du Développement. On décolle et on se pose à Houston, cette grande métropole du Texas aux États-Unis. Houston, où se tient depuis quelques jours une conférence mondiale sur l'énergie. Hier, en marge de cette conférence, le ministre Thomas Camara, qui conduit la délégation ivoirienne, a rencontré un groupe pétrolier potentiel investisseur en Côte d'Ivoire. Le reportage de nos envoyés spéciaux Adama Koné et Ulrich Adangon. Opération commerciale aux États-Unis. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, à la recherche d'opérateurs. Son offre, le bassin sédimentaire ivoirien. Vous m'avez dit que vous êtes partout sauf en Côte d'Ivoire. C'est d'en haut. Si vous pouvez leur parler de nos blocs, peut-être parmi tous les blocs, là, il y en a qui peuvent les intéresser. Après une cinquantaine de minutes d'échange, l'expression des visages traduit l'impact de la démarche. La première impression, elle est très positive. Nous, on avait identifié effectivement la Côte d'Ivoire. On a beaucoup apprécié les discussions qu'on a pu avoir avec M. le ministre sur ses intentions de développer l'industrie pétrolière, de maximiser les ressources naturelles, voire en trouver. Et donc, on se sent motivé. La Côte d'Ivoire est stratégiquement pressée, anticipant un désintérêt total des bailleurs de fonds face à la transition énergétique. Avec le mouvement de la transition énergétique, les énergies fossiles, à savoir le pétrole brut, le gaz naturel, sont considérées comme des énergies qui ne sont pas propres. Et donc, on a de plus en plus de mal à trouver des financements pour justement développer et mettre ça en production. C'est pour ça que pendant qu'il est encore temps, nous accélérons le mouvement, nous accélérons le processus et nous invitons les sociétés pétrolières à venir rapidement pour explorer notre sous-sol, pour mettre en valeur nos ressources pétrolières, nos ressources gazières. La Côte d'Ivoire compte 4 blocs en production et des blocs en exploration. Et le pays reste ouvert aux investisseurs dans le pétrole et le gaz.
On rentre à Abidjan et direction le plateau, le quartier d'affaires où se trouvent des bâtiments gouvernementaux et des immeubles de bureaux. Le plateau est magnifique, on est d'accord, mais les autorités projettent de l'embellir encore plus. À ce propos, une séance de travail vient de se tenir entre le ministre de la Construction et le maire de la commune. Dangui Dangui était témoin de la rencontre. De l'école publique RAN jusqu'à la gare sud, en passant par le quartier Karena et Sebroko, le ministre de la Construction a visité de nombreux espaces en chantier ou a valorisé au plateau, accompagné du premier magistrat de cette commune. Vous voyez les capacités que le plateau peut avoir à se moderniser, à créer des infrastructures, à produire du logement, notamment parce qu'aujourd'hui c'est l'une des priorités. Après la visite de terrain, s'en est suivie une séance de travail de plusieurs heures dans les locaux de la mairie du plateau. Le ministre et le maire sont ressortis de leurs échanges sur la même longueur d'onde relativement à toutes les problématiques abordées. Le ministre est là justement, il nous a donné des conseils et puis il nous a dit également qu'on était vraiment dans la même vision en termes d'aménagement urbain, de rénovation urbaine. Et pour nous, c'était un plaisir d'avoir fait ce travail-là. Je souhaite mettre l'accent sur le fait que nous avons surtout mis en place un cadre de collaboration. Nous avons mis en place ce pont qui désormais va relier la mairie du plateau et les équipes du ministère, permettant de travailler à fond sur tous les sujets. La commune du plateau est l'une des plus petites de la Côte d'Ivoire, mais aussi l'une des plus riches, selon le ministre de la Construction. Une mission de la Banque mondiale était en Côte d'Ivoire la semaine dernière. Elle s'est rendue à Aboudé Kouassikro. Aboudé Kouassikro, c'est dans l'Agnébi-Tiassa. Ils y sont allés donc, ces membres, ces Américains, pour rencontrer les acteurs du monde rural. Il était question du PAMOFOR, le projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire. Le projet est financé par l'institution financière, Lansine Bakayoko. Pour cette phase pilote du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale PAMOFOR financé par la Banque mondiale, ce sont 402 villages qui sont concernés sur les 8000 que compte la Côte d'Ivoire. À Aboudé Kouassikro, dans la région de l'Agnébi-Tiassa, ils sont 37 à avoir sollicité et obtenu leur certificat foncier. Nous pourrons donc, à toute quiétude, mettre en œuvre nos terres ainsi. Nos enfants, nos petits-enfants pourront hériter de nous, sans crainte d'être spoliés. Au niveau national, ce sont 12 672 dossiers qui ont été finalisés par les opérateurs fonciers, soit 79% de la cible de cette phase d'essai. Sur les autres actes liés à la sécurisation foncière, comme les contractualisations des parcelles également, les chiffres reflètent une accélération des opérations de terrain. Nous devons faire bloc ensemble pour faire réussir ce processus, pour d'attendre une explosion, comme on le voit quelque part, et après chercher à recoller les morceaux. Notre pays est une terre d'obsalité et qui ne peut pas échapper à cette vocation. Cette procédure inclusive et participative confère au certificat foncier une solide assise technique et juridique. C'est un exemple qui confirme que le financement a été extrêmement utile pour la population, et pas seulement pour ce village, mais aussi pour tout le pays. Nous pensons que les gens devaient avoir un titre de foncier pour leurs terres. Ça leur facilite la tâche de transférer ces propriétés-là aux autres, ou de les louer, ou s'en servir pour l'agriculture, sans s'inquiéter. 52 bureaux fonciers ruraux sur 70 ont été construits et équipés pour faciliter le fonctionnement des organes locaux de gouvernance foncière, garant de la transparence des procédures de délivrance des certificats fonciers. En Côte d'Ivoire, il existera peut-être bientôt un module de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption dans nos lycées et collèges et même dans l'enseignement supérieur. C'est en tout cas un projet de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Les explications de Patricia Omouetia. Les structures et ministères techniques concernés ont désigné des experts en pédagogie pour élaborer des curricula et modules de formation adaptés. Plusieurs séances de travail ont permis de produire les curricula sur les programmes éducatifs, le contenu des cours et les guides pédagogiques. Concernant l'enseignement supérieur, les modules et les guides à usage des enseignants ont été élaborés également. Le moyen le plus efficace qu'on puisse mettre à la disposition de la lutte contre la corruption soit l'éducation
de nos enfants depuis la maternelle jusqu'au niveau supérieur. Et en inculquant à nos apprenants les valeurs d'intégrité, d'exemplarité, d'honnêteté dans les services publics, nous allons changer inévitablement la société ivoirienne. Ce projet vise à inculquer aux apprenants du préscolaire au supérieur, en passant par le secondaire et les écoles de formation des agents de l'État, des comportements d'intégrité, de transparence et de responsabilité. Nous sortons de cet atelier très satisfaits parce que nous avons atteint nos objectifs, nous avons achevé les documents que nous allons mettre à la disposition de nos mandats. Et les prochains ateliers vont permettre de finaliser également le cycle primaire, ensuite le cycle secondaire et à côté de ça également pour les licences 2, 3 et master. Nous espérons que d'ici quelques années, au cours de la stratégie nationale de lutte contre la corruption que nous sommes en train également de finaliser, que nous pourrions vraiment pouvoir mettre en œuvre et permettre l'application de ces formations-là dans le système éducatif. Le chronogramme de mise en œuvre du projet prévoit une phase expérimentale couvrant la période de 2021 et 2022. L'extension et la généralisation de l'enseignement sur la lutte contre la corruption va se poursuivre jusqu'en 2023. On passe à la page Covid. 795 morts de Covid en Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie. 795 décès pour un total de 81 577 cas confirmés. Hier encore, 6 nouveaux malades ont été enregistrés et 150 cas sont actuellement actifs. Il faudrait continuer à respecter les gestes barrières, même si vous êtes vacciné. Ring the bell for gender equality. Entendez sonner la cloche pour l'égalité des sexes. C'était le thème de la célébration du 8 mars par la Bourse régionale des valeurs mobilières et le dépositaire central Banque de règlement. C'était en présence du ministre de la promotion des PME et de la représentante résidente de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire. Le témoignage de Sephora Zegui Peignéné. Félix Anoblé vient ainsi de sonner la cloche pour l'égalité des sexes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. À travers cette action, la BRVM veut marquer son engagement pour l'égalité du genre. Cette journée internationale des droits de la femme, il ne faut pas que ce soit des discours, que des textes de loi ou des engagements. Il faut que dans la réalité, les femmes ne soient plus confrontées aux difficultés auxquelles elles sont confrontées quand elles veulent entreprendre, quand elles veulent participer à la vie économique de nos pays. Les petites et moyennes entreprises peuvent désormais être cotées en bourse afin de faciliter le financement de leurs activités. Partenaire de cette cérémonie, ONU Femmes, à travers sa représentante, fait un plaidoyer. Il est essentiel, mesdames et messieurs, d'augmenter le financement des secteurs publics et privés en faveur des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises appartenant à des femmes. Pour Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, il est impératif d'aider les femmes en mettant en place des mécanismes d'accompagnement. Le ministère de la promotion des PME développe donc depuis des stratégies pour accompagner la femme dans son autonomisation. Nous avons mis en place avec 2 banques de la place des lignes de crédit dédiées spécifiquement aux femmes, avec donc des conditions assouplies pour permettre donc aux femmes d'avoir accès au financement. La BRVM et le dépositaire central Banque de règlement s'engagent à promouvoir le genre pour un développement harmonieux du secteur financier en général et du marché financier en particulier au sein de l'UEMOA. Depuis le 5 mars dernier, le Massa a ouvert ses portes au Palais de la Culture de Treichville. En plus des festivaliers, le marché des arts, du spectacle d'Abidjan réunit en un même lieu de nombreux commerçants de tout type d'articles qui disent faire de bonnes affaires. Arlette Badou, elle y était hier. La ministre de la Culture a pu visiter quelques stands. Issa Chonayo. Des stands d'habits, de bijoux,
des livres et de plusieurs autres accessoires. L'espace gastronomique passé au peigne fin. La ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle a visité les différents stands du Massa. Objectif, se rendre compte du bon déroulement de l'événement après 5 jours de démarrage. Il fallait relever le défi de la mobilisation des Ivoiriens autour de cet événement qui est leur événement. Et surtout pour les artistes, pour tous les acteurs du monde culturel, c'est leur événement et ils se sont appropriés. Nous avons rencontré plusieurs artistes, artisans, réalisateurs, producteurs, diffuseurs et cela nous va vraiment droit au cœur. Nous savons que les Ivoiriens ont compris que ce marché est leur marché et qu'ils peuvent compter sur le Massa pour se vendre à l'extérieur et surtout pour tisser des relations d'affaires. La ministre Arlette Badou-Nguessan-Kwame a félicité la direction générale du Massa pour la bonne tenue des activités. L'actualité internationale, à présent, une mission malienne de haut niveau est attendue ce vendredi à Nouakchott, selon une note verbale de l'ambassade du Mali en Mauritanie. Cette visite intervient quelques jours après les accusations de la Mauritanie contre l'armée malienne, accusée de crimes récurrents contre ses ressortissants. Et cela après la disparition de plusieurs dizaines d'éleveurs mauritaniens en territoire malien. Des sources locales du côté de la Mauritanie affirment qu'ils auraient été tués par des soldats maliens. Et puis 250 soldats ukrainiens sur une force de 14 000 militaires sont actuellement basés à Goma et engagés au sein de la force onusienne. Goma, c'est en RDC, République démocratique du Congo. À cause donc de la guerre dans leur pays, Kiev a décidé de les faire rentrer. L'ONU tente de trouver des solutions pour remplacer cette force qui apportait une aide logistique précieuse. Le sujet est actuellement donc discuté au siège de l'organisation à New York avec la représentation ukrainienne. Le but étant de définir un calendrier de départ, régler les questions juridiques et réduire l'impact sur la mission. Bonne journée sur RTI 1 et à demain.